puisque le Conseil de sécurité de l'ONU va soumettre au vote tout à l'heure à New York un projet de résolution pour un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Les États-Unis de Donald Trump devraient opposer leur veto alors que l'organisme qu'ils soutiennent, baptisé Fondation humanitaire pour Gaza, va arrêter momentanément ses opérations dans l'enclave après le chaos meurtrier de ces derniers jours. Et on prend le temps ce matin de s'arrêter sur cette fondation, les accusations dont elle est l'objet et le projet qu'elle porte, car nombreux sont ceux qui doutent des desseins effectivement humanitaires de cet organisme très opaque monté au pas de course, au point que de nombreuses ONG voient dans ces distributions non pas une opération de solidarité, mais une arme de guerre menée contre les habitants de l'enclave, sous blocus quasi total depuis plus de 2 mois et où la situation humanitaire en réalité ne cesse de se dégrader, en dépit des images. On en parle avec mes invités. Julie Dangelov, Anne Corpé, Lucille Grosjean, Bouchra Khalidi qui est avec nous depuis Ramallah en Cisjordanie et Stéphane Amar qui est à Jérusalem. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Bonjour Lucille Grosjean. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes porte-parole de l'UNICEF France, UNICEF étant une agence des Nations Unies. Bonjour Julie Dangelov, grand reporter ici à France 24. Vous êtes rendu plusieurs fois au Proche-Orient depuis les événements du 7 octobre. Pas à Gaza, faut-il le rappeler, qui est toujours fermé aux journalistes étrangers. On y reviendra. Anne Corpé, bonjour. Vous êtes ici chez vous, chroniqueuse internationale à France 24. Et je salue Bouchra Khalidi. Bonjour madame, merci d'être avec nous en direct depuis Ramallah en Cisjordanie occupée. Vous êtes chargée du plaidoyer pour Oxfam en territoire palestiniens. En quelques jours, ce sont donc plusieurs dizaines de Gazaouis qui, selon les autorités de l'enclave palestinienne, ont été tués en marge de ces opérations de distribution d'aide qui se sont déroulées dans un chaos total mené par cet organisme qui s'est baptisé Fondation humanitaire pour Gaza, qui a donc décidé d'arrêter ces distributions pour la journée de mercredi, distribution qui devrait reprendre toutefois jeudi, avec une explication officielle étant celle de la réorganisation. Je cite, on va détailler en images la façon dont cet organisme opère avec vous toutes, mais d'abord des images et des explications sur ce qu'on sait à ce stade de cette fondation. C'est avec Sophie Samaï. Une nouvelle fondation pour venir en aide à la population de Gaza. Sur le papier, la GHF, Gaza Humanitarian Foundation, a tout pour plaire. Des statuts enregistrés à Genève, une ambition humanitaire et la promesse de 300 millions de repas distribués sur 90 jours. Mais le fonctionnement et le financement de cette structure privée fondée en février dernier restent opaques. Dirigée par des opérateurs de crise chevronnés soutenus par Israël et Donald Trump, la fondation s'appuierait sur des sous-traitants basés aux États-Unis. Parmi eux, une société de sécurité dirigée par un ancien responsable de la CIA. L'objectif est de sécuriser les centres d'aide qu'elle prévoit de mettre en place dans des zones de Gaza délimitées par l'armée israélienne. Des zones bien précises vers lesquelles la population de Gaza serait contrainte de se déplacer pour recevoir l'aide. Une pratique vivement dénoncée par les ONG qui estiment aussi que l'organisation fait croire à une pénurie artificielle de denrées alimentaires pour mieux cibler les populations à aider. Le projet actuel, la Fondation humanitaire pour Gaza, semble être une tentative d'Israël pour fournir juste assez d'aide humanitaire pour maintenir en vie des personnes qui ne sont en aucun cas associées au Hamas et pour empêcher le Hamas d'avoir accès à la moindre aide alimentaire. Plusieurs ONG et l'ONU elle-même refusent de travailler avec une telle organisation, sceptique quant à l'impartialité de la GHF. Cette dernière ne mentionne pas non plus le respect du droit humanitaire international dans son plan, auquel les Nations Unies et Israël, qui occupent les territoires palestiniens, sont tenus de se conformer. L'ONU ne peut se joindre à aucun effort qui ne respecte pas ses principes de distribution de l'aide humanitaire, notamment l'humanité, l'impartialité, l'indépendance et la neutralité. Des reproches formulés aussi par son ancien président Jake Wood, qui a démissionné avant même le début des opérations de distribution. L'ONG Trial International a de son côté demandé aux autorités suisses d'ouvrir des enquêtes administratives sur la fondation. Bouchra Khalidi, je rappelle que vous êtes chargée du plaidoyer pour Oxfam en territoire palestinien depuis Ramallah en Cisjordanie occupée. Cette fondation humanitaire pour Gaza n'a d'humanitaire que le nom ?
Ça ne veut pas dire que c'est humanitaire si on colle un autocollant qui dit humanitaire sur une boîte de nourriture. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il y a du droit international, il y a des principes en accord avec le droit international, notamment de l'impartialité, de l'indépendance, de l'humanité. Enfin, c'est simple, les images parlent pour elles-mêmes. Je ne vois rien d'humain, vraiment rien d'humain, aucune dignité. C'est vraiment, on traite les Palestiniens comme des animaux dans des cages. Et nous l'avons dit, ça fait des mois qu'on le dit, que ce système va traiter les Palestiniens comme des prisonniers. Et puis voilà les images. Et nous n'avons pas... c'est dommage parce qu'il y a un an, en février 2024, je ne sais pas si vous vous souvenez, le massacre de la Farine, où on a plus de 1100 Palestiniens tués par des drones et des hélicoptères israéliens qui sont lancés, enfin, où se sont mis sur des camions de farine. Et là, on voit la même chose en beaucoup plus accéléré, beaucoup plus... C'est terrifiant, en fait. C'est vraiment terrifiant. On a 27 morts le premier jour, encore 18 morts hier. Voilà. Et on l'a dit, donc j'ai vraiment... c'est terrifiant. C'est des patients blessés par des balles alignées. On a des familles qui se battent pour 5 palettes d'aide. Enfin, c'est ridicule. C'est une insulte à notre travail. C'est une insulte à nos partenaires palestiniens qui, depuis le début de la guerre, travaillent sans répit, en fait. Et ce système-là, en fait, il nous isole. Ils isolent les partenaires palestiniens qui ont été, en fait, les héros de cette guerre, qui ont continué de travailler tous les jours alors qu'ils survivent. Donc voilà, c'est une insulte au droit humanitaire et au droit international. Et voilà, ils ont arrêté leur opération. Donc on n'est pas surpris, hein. Soi-disant, officiellement, pour des raisons de réorganisation, Oxfam, comme nombre d'ONG, comme l'ONU, comme l'UNICEF, comme MSF, refusent de travailler avec cette fondation, entre guillemets, ni humanitaire ni humanité, Lucille Grosjean, dans ces opérations ? Oui, parce que c'est effectivement, comme c'est très bien dit, comme on le voit dans le sujet, la base dans l'humanitaire, déjà, c'est l'humanité, donc c'est un peu de dignité. Donc c'est éviter là, les scènes qu'on vient de voir de chaos, et on l'a vu sur les... 2-3 jours où cette fondation a fonctionné, ça a donné des scènes de chaos. Avoir seulement 5 points de distribution pour toute la bande de Gaza, forcément ça allait... 4 points. 4, voilà, ça allait forcément... Ils fonctionnent un par un, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas les 4 en même temps. Il n'y en a que 3 d'opérationnels, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et on le voit bien, c'est impossible quand on voit les scènes avec la foule du coup qu'il y a, parce qu'il y a tellement si peu de points de distribution que pour des femmes, des enfants, des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, c'est juste impossible. Donc les plus vulnérables sont de toute façon sortis de la possibilité d'avoir accès à cette aide. On va retrouver, avant de vous entendre, Julie et Anne, Stéphane Amar qui est à Jérusalem. Stéphane, on a appris cette nuit donc que les 3-4 centres de distribution de cette fondation controversée à Gaza seraient fermés aujourd'hui, mercredi. Officiellement, donc, pour des questions d'organisation. Est-ce que la pression devenait trop forte après les derniers jours qui ont été marqués, selon les autorités palestiniennes, par plusieurs morts en marge de ces distributions ? Oui, absolument, car c'est précisément l'objectif inverse que recherchent Israël et les États-Unis, c'est montrer qu'ils sont capables de maintenir un nouvel ordre dans la bande de Gaza, c'est-à-dire de montrer qu'il y a un après-Hamas qui est possible, et d'une certaine manière, l'aide humanitaire, c'est la première étape de cette nouvelle gouvernance que veulent démontrer les Israéliens et les Américains. Et bien évidemment, les scènes de chaos, les morts, jouent contre cette image. Beaucoup d'ONG d'ailleurs avaient prévenu que distribuer de l'aide est une affaire de professionnels, et là elle semble avoir la preuve qu'effectivement il y a beaucoup d'amateurisme. Cela dit, c'est important, donc d'une part Israël nie tirer sur des civils, affirme que c'est le Hamas qui à dessein crée le chaos dans ses files d'attente, et qu'Israël vise ces agitateurs, ces militants du Hamas venus parmi ces demandeurs d'aide humanitaire. Mais surtout, Israël l'a précisé ce matin, il ne renonce en aucun cas à ce dispositif qui devrait être amélioré, dit l'État hébreu, dans les prochains jours, et surtout étendu à toute la bande de Gaza. C'est l'objectif qui est poursuivi à la fois par les États-Unis et par Israël.
L'aide alimentaire jusqu'ici, donc avant que soit réimposé à l'enclave un blocus quasi total, on va y revenir, que le Hamas détourne une partie de l'aide humanitaire apportée par l'ONU et autres ONG. Et vous avez évoqué ce projet en réalité dont cette fondation est l'un des bras, pour ne pas dire bras armés. Il dépasse largement cette question humanitaire. Il dit quelque chose du plan israélien pour l'avenir de l'enclave ? Oui, absolument. D'ailleurs, ce qui dit aussi beaucoup, c'est la nomination du nouveau directeur de cette fondation, qui est un chrétien évangélique, donc très proche du pouvoir de Donald Trump. Donc on voit bien là qu'il y a un dessein politique, un objectif politique qui se dessine. Alors, le financement de cette fondation reste assez opaque. Vraisemblablement, Israël paye une partie, les États-Unis une partie, mais également les Émirats arabes unis, même s'ils restent extrêmement discrets. On sait que depuis le début de la crise, depuis le 7 octobre, eh bien, les Émirats arabes unis qui ont un accord de normalisation avec Israël, qui entretiennent des relations diplomatiques et des relations stratégiques relativement étroites, eh bien, les Émirats arabes unis s'engageraient également à préparer cet après-Hamas. Donc on l'a dit, cela commencerait par la prise en charge de l'humanitaire, mais les Émirats auraient également financé des usines de dessalement pour fournir à long terme de l'eau potable à la bande de Gaza. Ils veulent développer de nombreuses infrastructures dans ce territoire avec la coopération des États-Unis et d'Israël. C'est donc ce qui s'engage serait une administration à trois, avec l'aspect sécuritaire laissé entre les mains de Tsahal et l'aspect plus administratif, plus civil entre les mains de pays arabes du Golfe, donc vraisemblablement les Émirats arabes unis. Merci beaucoup Stéphane. Julie, avant de vous donner la parole, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on sait de cette fondation, un mot de l'homme dont vient de parler Stéphane Amars, Johnny Moore, dont on a vu la photo à l'instant. C'est un évangélique américain très proche de Trump qui a donc pris la tête de cette fondation ces dernières heures. Oui, puisque Jack Wood, le précédent directeur exécutif, avait démissionné juste avant la mise en œuvre effective de l'action de cette fondation. En disant qu'elle ne respecterait pas les principes d'impartialité. Absolument. Alors, Johnny Moore, c'est le président du Congrès des dirigeants chrétiens. Il représente l'aile dure des évangéliques. Il est effectivement dans la sphère de Donald Trump et il a servi d'intermédiaire entre Benjamin Netanyahou et l'administration américaine. Il a d'ailleurs, pendant le premier mandat du président américain, été le premier à conduire une délégation d'évangéliques en Arabie Saoudite. Il a donc aussi des contacts avec les monarchies du Golfe. Et c'est intéressant à noter dans le cadre de ce projet qu'évoquait Stéphane Amar, qui est un projet qui a été présenté officiellement par le gouvernement, par Benjamin Netanyahou, sur un PowerPoint de 9 pages en mai 2024, qui s'appelle Gaza 2035 et qui vise à terme à établir une espèce de hub technologique et commercial dans la bande de Gaza, avec notamment ces pays du Golfe, l'Égypte notamment. Pour revenir à Johnny Moore, il est aussi très proche de l'ambassadeur américain en Israël, Michael Huckabee, qui a accusé il y a quelques jours les grands médias américains, notamment l'agence Associated Press, New York Times, CNN, de véhiculer de fausses informations sur le chaos qui règne dans les distributions opérées par la Fondation, chaos manifeste, dont témoignent toutes les images. Chaos dit, et il accusait ces médias de semer la désinformation et de faire ainsi monter l'antisémitisme. Donc ce Johnny Moore est un personnage très marqué politiquement, très proche de la sphère de Donald Trump, de Benjamin Netanyahou et avec des contacts aussi dans le Golfe. Qu'est-ce qu'on sait, Julie, du rôle et de l'administration américaine et du gouvernement israélien dans cette fondation montée de toutes pièces en quelques semaines? Alors le mot qui revient vraiment le plus concernant cette fondation, c'est son opacité. Opacité quant aux gens qui la dirigent, opacité quant à ses financements. Ce que l'on sait, c'est que donc elle a soutenu
soutenue par Israël, soutenue par l'administration américaine, bien qu'elle soit dite indépendante. Elle a notamment, le porte-parole adjoint du département d'État américain a dit qu'ils approuvaient le sens dans lequel allait cette fondation, preuve qu'ils sont quand même très impliqués là-dedans. Elle tient ses origines d'un groupe de travail d'entrepreneurs américains, de membres du renseignement, etc. On sait que le Boston Consulting Group a été aussi à l'origine de la création de cette fondation avant de démissionner avec fracas hier, tant les polémiques sont nombreuses. Alors sur les financements, c'est très difficile d'avoir accès à des données. La fondation refuse de communiquer quant à ses financements. Du côté israélien, le principal membre de l'opposition, Yair Lapid, a enjoint le gouvernement israélien à plus de clarté quant au financement. Il a accusé Israël de financer cette aide humanitaire et cette fondation. L'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a dit que cette fondation était apparue de nulle part, que c'était une entreprise sans formation, sans expérience, a dit qu'elle avait été financée par le Mossad et le ministère de la Défense. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questionnements à ce sujet. Et lorsqu'on questionne l'administration américaine, quand on questionne le gouvernement israélien ou quand on questionne la fondation, évidemment, nous n'obtenons aucune réponse. Voilà, le gouvernement israélien qui se défend de financer cette fondation. On comprend que politiquement, c'est compliqué d'assumer que des fonds publics israéliens paient effectivement pour ces distributions. Bouchra Khalidi, donc on rappelle que cette fondation qui arrête ses opérations aujourd'hui jusqu'ici maintient qu'elle les reprendra demain jeudi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se passent ces distributions? Je le mets entre guillemets, et en quoi elles ne correspondent selon vous en rien à la façon dont opèrent en général, à Gaza, mais dans le monde entier, les ONG en général dans ce genre de situation? Merci pour la question. Je vais répondre, mais en fait, j'ai envie juste de faire un point très important. En fait, on ne parle pas de ce qui est en train de se passer sur Gaza, sur le terrain. Donc oui, ça fait 3 semaines qu'on parle de cette fondation qui, en fait, aucun des besoins des Palestiniens qui sont en train de mourir de faim depuis 19 mois n'est constater rien. Enfin, on n'a aucun besoin ici. On n'a pas d'eau, on n'a pas de fuel, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école. La boîte de nourriture, c'est des pâtes, mais on n'a pas d'eau propre ni de fuel pour faire les pâtes. Et puis, quelqu'un qui était en train de souffrir de malnutrition depuis des mois, un enfant, on pense que des pâtes, ça va le faire. Enfin, quand même, nous, quand on parle de réponse humanitaire, c'est une réponse qui est holistique, qui couvre tous les besoins, donc qui donne une maison à un enfant, qui donne du psychosocial, un hôpital, un docteur, un médecin, des suppléments, des vitamines, enfin des médicaments. Enfin, toute le GHF ou l'opération israélienne d'aide humanitaire ne répond à aucun de ces besoins. Donc ça, déjà, c'est un. Mais en fait, moi, j'ai envie de parler un peu de ce qu'on a vu depuis les 3 semaines et qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Israël a eu recours au déplacement forcé de masse depuis les 3 dernières semaines. On parle que de 20% de Gaza qui existe pour la population de 2 millions de personnes. Associée avec ça, une privation délibérée. Et nous, notre analyse, en fait, elle révèle que depuis la rupture du cessez-le-feu le 18 mars, Israël a publié plus de 30 ordres de déplacement forcé, couvrant 78 des 79 quartiers à Gaza. Et ces ordres, combinés à l'extension des zones militaires interdites israéliennes, concernent plus de 80% de la bande de Gaza. On ne parle pas de ça, en fait. On ne parle pas qu'en même temps qu'il y a un plan israélien, oui, américain, mais c'est un plan israélien militaire. Ça fait 1 an qu'on nous parle et qu'ils disent qu'ils vont l'implanter à Gaza. Donc ce n'est pas une surprise. On ne devrait pas vraiment passer trop de temps à parler sur le GHF, parce que GHF peut partir demain, mais ces centres de distribution sont là pour rester, et c'est un plan, encore une fois, israélien, un militaire israélien. Donc l'ampleur, il faut qu'on parle de l'ampleur et la fréquence des ordres de déplacement qui sont en train de rendre la recherche d'un refuge pour les Palestiniens, mais impossible. Le schéma qu'on observe depuis les 10 dernières semaines, ça ne suggère pas une neutralisation d'une menace, mais une campagne délibérée qui vise à démanteler et dépeupler Gaza, un déplacement forcé constitutif de crimes de guerre. Donc Israël, en même temps, a étendu sa présence militaire le long de 5 corridors de sécurité qui traversent horizontalement toute la bande de Gaza. Et ces corridors, en fait, ils divisent le fait de territoire en 5 zones isolées, séparant le nord du sud. Et on ne parle pas de ça, en fait. On ne parle pas de l'impact que ça a sur les civils. Et que c'est en train de se passer en même temps que les civils sont complètement déprivés de nourriture. Enfin, moi, je n'ai pas envie, en fait, de parler des 20
boîtes de nourriture que le GHF a donné aux Palestiniens ou ne l'a pas donné. On doit parler des opérations militaires qui sont en train de se passer et de la réoccupation de Gaza qui est en train de se passer et le dépeuplement de Gaza qui est en train de se passer. On ne parle pas de ça. À France 24, quotidiennement, heure par heure, de la situation à Gaza, militaire, humanitaire, et c'est le prisme que nous avons choisi aujourd'hui de nous arrêter sur cette fondation parce qu'elle dit beaucoup du projet israélien pour Gaza et elle permet effectivement d'aborder la situation c'est exactement le des point Gaza, que je veux dire, on est tout à fait d'accord. Israélien qui vise à dépeupler la bande de Gaza et ça marche et est en train de dépourvoir en fait les Palestiniens de dignité et d'humanité. La façon dont les autorités israéliennes organisent cette pseudo-distribution humanitaire dit beaucoup de la façon, comme le disait Stéphane Amar, dont Israël envisage l'avenir pour ce territoire palestinien. Lucille Grosjean, vous vouliez réagir ? Oui, juste pour dire que si l'objectif de cette fondation était humanitaire, en soi, il y avait un système qui fonctionnait pendant le cessez-le-feu. Notamment, il y avait 500 à 600 camions qui rentraient chaque jour avec 400 points de distribution qui évitaient aux gens d'avoir à se déplacer partout. Donc en soi, il y a un système qui existait et qui aujourd'hui est empêché de travailler. Et c'est bien aussi ça, toute la demande de la communauté humanitaire historique, c'est laissez-nous travailler. En fait, nous, on sait faire ce type de choses et on l'a fait dans le passé très récent à Gaza. On le fait depuis des décennies. Donc, et si, encore une fois, si l'objectif est humanitaire et d'aider et de sauver là, les populations, et c'est effectivement l'urgence absolue en ce moment, on peut demain, il y a de la nourriture pour 1 million de personnes pour 4 mois qui en attendent là juste à la frontière pour rentrer dans Gaza. Donc on peut le faire à partir de demain si on donne l'autorisation. Ouais, Israël, on le rappelle, dit sans toutefois fournir de preuves le Hamas de détourner cette aide humanitaire et conditionner le retour de l'aide à cette création, à l'arrivée de cette fondation. Est-ce que vous, ONG, concrètement, vous avez vu effectivement vos équipes, cette aide, comme le disent les autorités israéliennes, être détournée ces derniers mois avant que le blocus soit réinstallé? Je pense que le risque principal aujourd'hui ou même dans les semaines récentes, c'était pas tellement celui-là, c'était plus du fait de la tension et notamment de la faim qui monte, des besoins énormes qui montent, de situations chaotiques ou de violence pour avoir accès à cette aide. Le risque de détournement, il était plus lié à des pillages par exemple ou des choses comme ça, du fait de la tension énorme, notamment autour de la nourriture, mais autour de plein d'autres choses. Et comme le disait Bouchra Khalidi avec cet exemple d'une boîte de pâtes, c'est pas parce que un Gazaoui sur 200 000 obtient une boîte de pâtes que la situation évidemment s'améliore. Tout à fait, notamment sur l'eau, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. L'UNICEF notamment s'occupait de gérer la station de désalinisation de Gaza. Aujourd'hui, du fait du manque de fuel, notamment pour faire tourner cette station, elle tourne à 13% de sa capacité. Donc on est à un équivalent de 3 litres d'eau par jour par personne, ce qui est très 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 largement insuffisant. Donc voilà, au-delà de la nourriture, il y a plein d'autres besoins, comme on l'a mentionné, que ce soit en termes d'eau, en termes de médicaments notamment. Les gens témoignent qui creusent à la main pour chercher de l'eau et qui est donc aujourd'hui l'eau qui est disponible dans la bande de Gaza, c'est une eau souillée qui n'est pas potable. La militarisation de l'encadrement de cette aide, encore une fois, il ne s'agit pas ici de faire la promotion de cette fondation, mais d'expliquer en quoi elle dit beaucoup du projet pour les mois à venir, l'encadrement militaire via des anciens de Blackwater qu'on a connus en Irak. Elle dit aussi beaucoup de la façon dont Israël perçoit le futur de Gaza. Julie ? Tout le fonctionnement dit beaucoup. Comme vous l'avez dit, on passe de 400 points de distribution de nourriture organisés par des professionnels de l'aide humanitaire à 4 points de nourriture organisés dans le sud de la bande de Gaza avec 1 point dans le centre et rien dans le nord de la bande de Gaza. Donc la population du nord de la bande de Gaza est complètement coupée avec les risques de famine qu'on connaît et qui sont documentés par de nombreuses ONG sur place, à donc ce système extrêmement encadré, sécurisé par des boîtes de sécurité privées. On pense notamment à Safe Reach Solutions, qui est une société américaine créée par Phil Reilly, qui est impliquée, comme vous l'avez dit, dans des violences en Irak ou en Afghanistan, sur des théâtres de guerre où ont été impliqués les Américains. On pense à une autre entreprise de sécurité privée qui s'appelle
UG Solutions, qui est encadré par un homme qui s'appelle Jameson Govin et qui affirme lui-même être un dégénéré. C'est pour vous dire un peu l'ambiance. Quand on regarde les images de ces scènes chaotiques auxquelles on assiste depuis la semaine dernière, on voit des corridors militarisés où sont massés la population pour obtenir une aide, avec des ordres parfois contraires. On leur dit, vous pouvez vous positionner là à partir de telle heure, et finalement, ils reçoivent un contre-ordre, et donc ça crée ces scènes de chaos. Tout ça est également encadré par l'armée israélienne. On a vu les scènes de confusion qui ont eu lieu avec des versions qui divergent. L'armée israélienne affirme avoir fait des tirs de sommation, là où d'autres affirment qu'il s'agissait de tirs sur des civils. On a pu avoir les témoignages de Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge, qui affirment avoir vu un afflux de nombreux blessés, notamment à l'hôpital Nasser, avec des blessures par balle. Donc tout ce qu'on voit ces derniers jours qui filtrent de cette fondation, moi je les ai contactés à plusieurs reprises pour avoir des réactions par rapport justement à ces scènes de chaos. Ils nous renvoient systématiquement à l'armée israélienne pour obtenir des précisions quant notamment aux morts et aux blessés, et continue à affirmer systématiquement que les médias diffusent des fausses informations. Cette petite musique, on l'entend ailleurs, vous le savez, Pauline. L'armée israélienne, qui était d'ailleurs initialement pas censée encadrer ces distributions, Anne, peut-être sur les déplacements forcés. Les déplacements forcés, effectivement, comme le disait Lucille il y a un instant, ils sont majeurs et catastrophiques. Il y a aussi, je voulais ajouter sur GHF, qui a communiqué hier en disant « notre modèle fonctionne ». Aujourd'hui, il ferme en évoquant une rénovation, une réorganisation. Donc, il y a déjà un paradoxe. Un système qui vient d'être mis en place, s'il fonctionnait comme il l'affirme, n'aurait pas besoin d'être réorganisé. Et puis, il y a cette volonté, finalement, de parquer les gens dans des lieux, de les rendre totalement dépendants de cette aide qui est contrôlée à la fois par les Israéliens et par les compagnies de sécurité privées. Ils sont là pour faire de l'argent, clairement. Ils sont là, clairement, pour faire de l'argent. La société SRS a été recrutée sans aucun appel d'offres. C'est assez curieux. Il y a une enquête qui devrait être ouverte en Suisse concernant ça. Et elle aurait reçu $800 000 pour faire une première présentation de l'avant-projet avant même d'être sélectionnée, ce qui laisse aussi de nombreuses questions en suspens. Encore plus troublant, d'ailleurs, toujours à propos de SRS, le Shin Bet n'avait pas vérifié les antécédents du personnel qui a été envoyé dans la bande de Gaza, ce qui ne se produit jamais. Oui, bien sûr. Il faut rappeler aussi quand même que avant la guerre, Gaza avait une capacité de production agricole. Et alors moi, je suis allée souvent dans la bande de Gaza, mais il y a déjà 2 décennies. Et à l'époque, toutes ces zones agricoles étaient situées le long de la frontière avec Israël. Or, cette zone qui est aujourd'hui devenue une zone tampon pour l'armée, est devenue inexploitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population palestinienne qui occupe, qui est ramassée dans une portion de territoire de plus en plus congrue, alors même qu'avant-guerre, elle avait déjà une densité de population une des plus importantes au monde, cette population n'a plus les moyens de produire elle-même, même si les combats s'arrêtaient. Ça a été rasé. Voilà, les zones agricoles sont devenues des zones militaires et tout a été rasé. Donc, on a placé cette population dans une situation de dépendance totale et maintenant, on veut la parquer dans différentes portions du territoire étanches entre elles, séparées par l'armée, en faire des sortes de gate community, comme on dit en anglais, des zones fermées où les gens auraient absolument aucune autonomie et aucune capacité pour communiquer entre elles. Et d'ailleurs, ces distributions en sont l'illustration. Ce sont les sinistrés, les réfugiés qui doivent aller à l'aide humanitaire et non pas à l'aide humanitaire qui arrive jusqu'à eux. Bouchra Khalidi, pourquoi c'est important à nouveau de parler de cette fondation? C'est aussi parce qu'Israël, à ce jour, ne voit
voit en ces distributions la seule option de distribution d'aide. Est-ce que vous, ONG, sur le terrain, et puis je poserai aussi la question à Lucille Grosjean, vous voyez, est-ce qu'il est question, là, après 2 mois, un peu plus de 2 mois de blocus quasi total à nouveau sur l'enclave, est-ce qu'il y a un horizon dont on vous parle, horizon autour duquel vous pourriez à nouveau entrer dans l'enclave? Pour l'instant, non. Nous, on a des collègues à Gaza, on a un bureau, nous travaillons avec plus de 30 partenaires, donc non, on ne voit rien pour l'instant à l'horizon. Je pense que la pression de la communauté internationale est très importante, elle joue un rôle extrêmement important. Nous ne pouvons pas confier à Israël le pouvoir de décider qui reçoit l'aide, de qui, et transformer en fait notre assistance humanitaire en outil en fait de coercition. Israël maintenant brouille la frontière en fait entre assistance humanitaire et objectifs militaires. Le modèle en fait qui est proposé, pour moi, ce n'est pas seulement dangereux pour Gaza, et on l'a vu comment c'est dangereux, mais c'est aussi, ça veut dire que des États occupants dans d'autres pays pourraient maintenant conditionner l'aide à la loyauté et enrôler en fait les ONG dans leur agenda en Jordan. Et nous, en fait, nous refusons tout compromis qui mettrait en cause en fait notre impartialité ou la sécurité de la population qu'on sert, et bien sûr de la sécurité de nos collègues. Ça, c'est numéro 1. Et bien sûr, nous, on continue d'exiger un accès humanitaire qui est libre, qui est principal, qui a une aide vitale, et non pas comme une faveur à Israël, mais comme une obligation légale et morale envers les Palestiniens civils qui sont plongés dans une situation, mais vraiment, j'ai même pas de mots pour décrire. J'ai de la famille là-bas à Gaza. Mon beau-frère n'a mangé qu'un bout de pain avec du za'atar en 3 jours, parce que il donne en fait sa portion aux 27 enfants qu'il y a dans notre famille. Donc il n'y a aucun changement en fait sur le terrain. Tous les jours c'est pire, et donc il faut ouvrir les frontières, il faut nous laisser faire notre travail. Nous savons le faire, nous l'avons montré durant le cessez-le-feu, nous l'avons montré avant et nous l'avons prouvé que nous pouvons faire ce travail. Seulement ouvrir les frontières et laisser l'aide humanitaire entrer à Gaza, et laisser-nous faire notre travail. Et la communauté internationale doit pousser et doit mettre des mesures pour forcer Israël à ouvrir ses frontières. Donc arrêtez d'envoyer des armes à Israël quand on a des enfants tous les jours qui sont tués par ces bombes. Ça c'est le minimum à ce stade-là, 19 mois après. Et au moins ça donnerait la sécurité à nos équipes de continuer de travailler. Lucille Grosjean, quand l'UNICEF, l'ONU, Oxfam, toutes les ONG qui travaillent à Gaza s'adressent aux autorités israéliennes avec le message dont vient de se faire l'écho Bouchra Khalidi, qui est « laissez-nous travailler, laissez-nous entrer ». Quelle réponse est-ce que on vous donne ? Pour l'instant, c'est bloqué. On a cru à un moment la semaine dernière qu'il y avait une petite amélioration. Nous, on a réussi à faire rentrer 24 camions la semaine dernière. Alors, c'est vraiment de la goutte d'eau dans l'océan au vu des besoins. Mais encore une fois, la solution est assez simple. Ce qu'on demande aujourd'hui, encore une fois, c'est à tous les États, les décideurs, de mettre la pression pour que la situation bouge. Encore une fois, on a bien vu la preuve de cette fondation, ça ne marche pas. Par contre, il y a un système qui existait, qui existe, qui fonctionne. Donc, c'est effectivement laissez-nous faire notre travail et mettre la pression sur les parties au conflit, quelles qu'elles soient, pour qu'on puisse avancer et faire bouger cette situation qui est inadmissible absolument aujourd'hui. Donc vous parliez du Conseil de sécurité aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera bloqué, pas bloqué, mais en tout cas il faut pousser, utiliser tous les moyens de pression possibles pour faire évoluer cette situation qui aujourd'hui n'est pas acceptable. Julie, d'un point de vue géopolitique, il y a fort à parier plutôt que l'administration Trump ne mette pas la pression sur les autorités israéliennes pour faire entrer l'aide humanitaire, non pas celle de la Fondation pour Gaza ou baptisée comme telle, mais le reste. Ben, on le voit bien, hein. De toute façon, tout ça est organisé conjointement à la fois par Israël et par les États-Unis. On voit les déclarations des différents membres de l'administration américaine, notamment sur cette fondation. Moi, je voudrais juste rappeler que tout cela intervient après 80 jours de blocus total à Gaza. Blocus total, ça veut dire rien qui rentre. Ça veut dire ou des gouttes d'eau, comme le disait Lucille Grosjean. Et que lorsque on documente ce qui se passe à Gaza, comme je tente de le faire depuis de longues semaines, et qu'on est en contact avec notamment des médecins dans les hôpitaux. Je pense au docteur Victoria Rose, qui est une médecin britannique qui opère à l'hôpital Al-Nasser, qui est spécialiste de la chirurgie réparatrice.
elle documente au jour le jour ce qui se passe dans l'hôpital. Et bien, notamment, on voit des enfants qui littéralement meurent de faim aujourd'hui à Gaza. Et ce que disait notre invité d'Oxfam, je suis désolée, j'ai oublié votre nom. Bouchra Khalidi. Khalidi, c'est qu'aujourd'hui, et depuis de nombreuses semaines, on est dans une situation d'urgence. Et si on en revient à la fondation dont on parle, ils se vantent d'avoir distribué plusieurs millions de repas. Et en réalité, ils n'ont touché que 13% de la population de Gaza sur les 2 100 000 Gazaouis qui sont aujourd'hui dans une situation humanitaire catastrophique avec un risque de famine qui est voilà, encore une fois, alerté. Toutes les ONG alertent sur ce sujet. Bouchra Khalidi, l'ONU, il y a quelques semaines, disait qu'on se dirigeait malheureusement lentement mais sûrement vers une famine généralisée. Les échos que vous avez aujourd'hui de Gaza, vous nous faisiez part de la situation dans laquelle se trouvait une partie de votre famille tout à l'heure, c'est qu'elle est déjà là, cette famine. Ah oui, enfin, pour que la famine soit présente à Gaza, il faut qu'il y ait des famine-like conditions, on dit des conditions comme la famine. Donc c'est sûr qu'il y a des petites poches à Gaza où on voit déjà la famine installée en fait. Mais c'est qu'on n'a pas accès, donc on n'arrive pas à vraiment mesurer de façon générale ce qui se passe à Gaza. Mais les résultats de l'IPC, enfin je ne sais pas si c'est comme ça en français, désolé, hein, je connais les mots techniques en anglais, mais voilà, ils nous l'ont dit, hein, on ne doit pas attendre que la famine arrive. On ne doit pas attendre il faut qu'on prévienne le génocide. Il faut qu'on prévienne la famille. C'est notre rôle en tant que communauté internationale. Dans le droit international, on a des conventions qui forcent les États membres à prendre des mesures pour prévenir ce qui se passe à Gaza. Et personne ne l'a fait vraiment avec de vraies actions, quoi. Donc, on ne doit pas attendre que la famine arrive à Gaza. C'est maintenant qu'il faut actionner. L'IPC étant l'indice sur lequel travaillent les organisations internationales pour établir effectivement la situation de famine ou le risque de famine dans un territoire précis. Oui, Lucille Grosjean ? Oui, juste, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'aujourd'hui on a un problème de mesure, hein, tout simplement, parce que l'accès est tellement compliqué que c'est très difficile d'arriver à avoir ces mesures exactes. Ça répond à des critères scientifiques très précis, cet IPC, mais on est quand même sur au moins 1/5 de la population qui vit dans des conditions comme celle de la famine, donc c'est quand même déjà absolument énorme. Et si on attend vraiment le phénomène de famine, on peut penser à la Somalie quand il y avait une grande famine, c'est 200 000 morts globalement. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à éviter au maximum et au plus vite cette famine totale et généralisée, parce qu'on sait que c'est absolument massif si jamais ça arrive. Vous, en tant qu'humanitaire, je crois qu'avant de travailler à l'UNICEF, vous travailliez entre autres actions contre la faim. Vous avez déjà vu ça ? Je suis déjà allé dans des zones touchées par des famines. Ce qui est spécialement frappant à Gaza, et comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est que c'était un pays qui était autosuffisant en termes alimentaires. On n'est pas dans une zone complètement dévastée par de la sécheresse absolue, etc. Il y avait moyen de produire de la nourriture, de la distribuer. C'est la rapidité du basculement d'une situation d'autonomie alimentaire à une situation de dépendance totale et de quasi-famine. C'est ça qui est absolument frappant. Anne, ce que Bouchra Khalidi rappelait à l'instant, c'est important. On sait que le droit international et notamment humanitaire a été malmené ces derniers mois. C'est le moins qu'on puisse dire. Israël a l'obligation, d'un point de vue du droit, de laisser entrer cette aide humanitaire dans Gaza, mais les pays étrangers ont aussi, eux, l'obligation, d'un point de vue juridique, d'éviter que le pire, si le pire n'est pas déjà là, n'arrive, n'est-ce pas ? Absolument. Hier, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies rappelait que les entraves à l'accès à la nourriture et au secours pour les civils à Gaza pouvait constituer un crime de guerre. On parlait du Conseil de sécurité et de l'attitude des États-Unis. Bon, hier, à Washington, on disait l'aide humanitaire à Gaza, soutenue par les États-Unis, est une réussite. Même si, reconnaissent-ils, elle peut s'améliorer. Je voudrais dire qu'il s'agit d'une politique quand même délibérée et annoncée par le gouvernement israélien. On parle sans arrêt des 2 ministres d'extrême droite de ce gouvernement, mais ce ne sont pas les seuls à préconiser l'expulsion de la population de Gaza. Fin avril, il y a un député du Likoud qui a déclaré «
oui, je vais affamer les habitants de Gaza. C'est notre obligation, imposer un blocus total. Voilà, donc c'est pas un hasard si tout cela arrive aujourd'hui. Il y a une volonté. L'arme de la faim est employée à dessein par les Israéliens pour, in fine, faire en sorte que la majorité des habitants n'ait plus qu'une option, c'est celle de l'exil. Ça reste quand même extrêmement compliqué à envisager parce que malgré ces conditions de vie absolument dantesques, il y a beaucoup de Palestiniens qui restent très attachés à leur terre, à Gaza, mais évidemment, et aussi parce qu'il n'y a aucun pays, notamment parmi les pays arabes voisins, qui ne souhaite accueillir de réfugiés palestiniens supplémentaires. Mais il y a une vraie volonté politique de vider la bande de Gaza d'une partie importante de ses habitants. Et ce n'est pas nouveau que Israël emploie le blocus comme une arme pour développer ses stratégies. Enfin, ça existait au moment de la seconde intifada et c'est une arme qui est employée de plus en plus, évidemment, depuis 2007 et l'arrivée du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Oui, Lucile Grosjean. Juste un petit mot pour dire, vous l'avez mentionné, sur les conventions de Genève, elles ont été ratifiées dans tout un tas de pays. Ça veut dire, bien sûr, pour les États partis au conflit de devoir le respecter, mais pour tous les États autour de faire en sorte qu'ils soient respectés. Donc aujourd'hui, on est bien sur une responsabilité collective de tous les États qui ont signé ces conventions de Genève de faire respecter. Et s'ils ne le font pas et s'ils n'empêchent pas ce qui est en train de se passer, ils sont tout autant responsables. D'ailleurs, je crois que quand Emmanuel Macron, Julie, disait qu'il serait en charge aux historiens d'établir s'il y a eu effectivement des actes génocidaires à Gaza en termes de droit, je crois qu'il n'avait pas raison. Eh bien, je ne sais pas pour sur cette question. Voilà, vous êtes juriste. Voilà, c'est plutôt juriste. Oui. Il y a plusieurs critères pour qualifier le génocide, mais l'urgence, finalement, c'est pas la qualification de ce qui se passe, c'est de mettre un terme à cette situation. Et précisément là-dessus, Bouchra Khalidi, c'est important de rappeler à ce moment-là de l'émission que le message qu'envoient les ONG, qui est sensiblement le même d'ailleurs que les reporters du monde entier, ce n'est pas tant d'infléchir le conflit, mais de pouvoir entrer dans le territoire palestinien pour faire leur travail avant toute chose. Gaza, mais aussi ici en territoire occupé en Cisjordanie, on souffre aussi ici de checkpoints partout. On n'arrive pas à accéder les terres en zone C, des raids militaires tous les jours, des détentions tous les jours, des démolitions de nos infrastructures, par exemple à Oxfam, même dans la vallée du Jourdain, c'est tous les jours, c'est quotidien en fait, les politiques de punition collective et les politiques d'Israël de déplacement forcé. On le voit ici en Cisjordanie à une échelle bien moindre que Gaza, bien sûr, mais ce sont les mêmes politiques. Et donc maintenant, nous aussi, on a un devoir de plaidoyer. Donc notre devoir, bien sûr, c'est de donner de l'assistance humanitaire aux Palestiniens ici qui en ont besoin le plus, mais aussi nous avons un devoir de témoigner et un devoir de plaidoyer, et nous demandons à la communauté internationale d'intervenir. On ne veut plus de condamnation. Nous avons plus besoin nous avons besoin d'action et les actions sont claires. La Cour internationale de justice les a mis au clair en juillet 2024. Il est temps que la communauté internationale se réveille et prenne ces mesures sérieusement sous risque de complicité en fait dans des crimes de guerre aberrants et comme vous avez vu les pires vidéos que nous avons vues au XXIe siècle. À propos de la Cisjordanie, je rappelle que notre correspondante en Cisjordanie, Amira Souliem, et des collègues palestiniens ont été ciblés par un tir israélien il y a quelques jours. Julie, ce plaidoyer des humanitaires pour pouvoir travailler, je le disais, il est pour des raisons, non pas pour des raisons différentes, mais il est sensiblement le même que celui que portent les reporters et les grands reporters dont vous êtes depuis près de 20 mois maintenant. C'est laissez-nous entrer, non pas pour infléchir, mais pour documenter. C'est un précédent inouï. Moi, je considère, mon travail, c'est d'être sur le terrain. Mon travail n'est pas d'analyser des vidéos sur les réseaux sociaux. Depuis le début, depuis le 7 octobre, aucun journaliste n'a pu rentrer dans la bande de Gaza, excepté sous embed avec l'armée israélienne. Ça veut dire dans des conditions extrêmement contrôlées. On a pu le faire notamment avec James André, c'est-à-dire on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. On n'a pas accès à la population. Et comme le disait
Bouchra Khalidi à l'instant, la situation en Cisjordanie est devenue très compliquée. Par exemple, la dernière fois que j'y suis allée en février, on a été empêché d'entrer dans certaines zones. On a pu attendre 8 heures dans notre voiture au milieu de la nuit pour ne pas pouvoir accéder à certaines zones. On le disait, Amira, la semaine dernière, était en train de documenter la difficulté pour les journalistes palestiniens de documenter ce qui se passe en Cisjordanie et a essuyé des tirs de sommation de l'armée israélienne, ce qui a donné notamment à des communiqués de soutien de Reporters sans frontières. Hier encore, une équipe de journalistes d'Haaretz et de journalistes français a été bloquée pour arriver. Aujourd'hui, il y a une réelle entrave à la liberté de la presse et c'est une entrave à la démocratie. C'est un précédent très grave qui se déroule aujourd'hui. Lucile Grosjean. Juste un mot pour dire qu'il y a notamment un sommet qui est censé se passer à New York, qui est notamment co-organisé par la France. Le sujet, c'est ça, c'est la levée du blocus. Je pense qu'il y a tout un tas d'autres discussions qui sont bien sûr importantes, mais là, il y a une urgence qui est tellement absolue et totale que le sujet de cette conférence de sommet, ça doit être la levée du blocus et de la possibilité de faire entrer et d'éviter la catastrophe humanitaire totale qui est en train de se passer en ce moment. D'un mot, Bouchra Khalidi, pour conclure. Aussi, le respect du droit international, ça doit faire partie de la conférence. Nous ne pouvons pas parler de 2 États palestiniens quand on a des crimes de guerre qui se passent sous notre nez et que ça se passe en toute impunité, en fait. Donc, bien sûr aussi, il faut la comptabilité, il faut qu'on rende des comptes, en fait, et il faut respecter le droit international et ça doit faire partie de cette conversation aussi. Sans respect du droit international, on a de l'impunité et on a ces images qu'on voit aujourd'hui. Et ce qui se passe à Gaza, c'est parce que Israël, en fait, a carte blanche de faire quoi que ce soit et les Palestiniens n'ont aucune voix en fait dans tout ça. Merci beaucoup Bouchra Khalidi du plaidoyer pour Oxfam depuis Ramallah en territoire palestinien, Cisjordanie occupée. Merci beaucoup d'avoir participé à distance à cette discussion. Lucile Grosjean, merci beaucoup, porte-parole de l'UNICEF France. Anne Corpé, Julie Dongelov, vous étiez ici chez vous. Toutes les deux journalistes à France 24, une émission à réécouter en podcast ou à revoir en replay. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.